Bien, j'ai le plaisir de vous annoncer avec un peu d'avance la présentation du professeur Clergue sur l'anesthésie, un risque maîtrisé. Le professeur Clergue est chef du service d'anesthésiologie. Il nous vient de Paris, qu'il a quitté voici quelques années, et il est devenu le chef de l'anesthésiologie à l'hôpital cantonal, service qui a d'énormes responsabilités dans la prise en charge des patients lors d'opérations chirurgicales. C'est une discipline particulièrement sensible au problème de la maîtrise du risque et de l'obtention de la qualité la plus élevée. C'est d'ailleurs sa spécialité et je pense qu'on va apprendre beaucoup de lui sur comment arriver à maîtriser les risques. François. Merci, professeur Junot. Alors d'abord, un grand merci de votre invitation. Je suis très flatté là, de venir. Alors, 1000 excuses là, pour ces quelques minutes de retard. On va essayer de les rattraper. Alors tout d'abord, avant juste quelques mots d'introduction, simplement pour dire, je pense qu'il y avait différentes façons d'aborder le sujet. J'ai volontairement voulu aborder le sujet du risque de l'anesthésie, pas en rentrant dans chacun des dangers de complications, dans la mesure où je pense que vous allez voir, je voulais vous montrer un petit peu la perspective de ce qui s'est passé depuis, en gros, une trentaine d'années. Vous allez voir qu'on a énormément fait progresser la sécurité de l'anesthésie dans tous les pays développés. Et ce que je voulais essayer de faire dans cet exposé, c'est de vous mettre ceci en perspective par rapport à toute l'évolution qui va se faire, pas seulement sur l'anesthésie, mais sur finalement la prise en charge du risque chirurgical. Parce que finalement, quand on est malade et qu'on doit se faire opérer, qu'on doit avoir une anesthésie, au fond, peu importe, je dirais, si le risque anesthésique a bougé, si le risque global de la prise en charge péri-opératoire n'a pas bougé, au fond, ça n'aurait pas une grande importance. Donc c'est un petit peu dans cette perspective que je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux pour un petit peu aborder le problème de comment est-ce qu'au fond on gère cette sécurité des soins dans un environnement où la base, c'est que les soins deviennent de plus en plus complexes et que c'est finalement le problème de l'évolution des soins médicaux. On passe d'une relation, au fond, d'un médecin et d'un malade à un environnement qui devient complexe, où il y a un nombre d'intervenants qui va croissant, et pour autant, il va falloir que ces soins complexes, on les gère avec une grande sécurité. Donc c'est un petit peu ce cadre-là que je voudrais donner. Alors d'abord, j'ai l'impression que les couleurs passent pas bien. Bon, on va essayer de se débrouiller. Alors, 3 points, je dirais, pour vous baigner un petit peu d'abord dans ce qu'est l'anesthésie. Ça, c'est les courbes de l'incidence des actes d'anesthésie. Alors, ça a été mesuré en France, mais au fond, toutes les données montrent que c'est exactement la même chose dans tous les pays. Ça, c'était dans les années 80. On a à gauche les hommes, à droite les femmes, et vous voyez qu'à l'époque, l'incidence des anesthésies, quels que soient les groupes d'âge, de l'enfance à l'âge plus avancé, au fond, on avait entre 5 et 10% de la population, quelle que soit sa tranche d'âge, qui avait une anesthésie à l'époque tous les ans. L'évolution sur la fin des années 90, on voit qu'il y a eu une explosion de ces actes d'anesthésie. Et derrière, c'est quand même toute l'activité interventionnelle que l'on voit. Avec, comme on le voit ici à gauche, donc chez les hommes, où on voit que les enfants, les garçons, en gros, ont doublé le taux, l'incidence des anesthésies. Et puis c'est surtout à l'âge avancé, où on voit qu'en gros, c'est au-delà de 70 ans, c'est près d'un habitant sur 3 qui a une anesthésie chaque année. Un taux considérable. Et si on voit maintenant chez les femmes, on voit qu'on a des augmentations qui sont aussi très importantes. En volume, ça va faire un volume plus important parce qu'on sait que la longévité des femmes est plus grande. Mais on voit qu'on a 3 pics, on a la même chose, les enfants. Donc en fait, il y a des interventions chirurgicales qu'on ne faisait pas auparavant chez les nouveau-nés et les enfants qu'on fait. Deuxième pic, bien sûr, c'est les anesthésies autour de la période d'activité génitale, avec l'explosion, je dirais, des péridurales pour les accouchements et pour les actes obstétricaux. Et puis la même chose chez les patients plus âgés, où on a en gros 25% de la population âgée qui subit une anesthésie tous les ans.
Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on a, le défi qu'on a, qui est le nôtre dans les grands hôpitaux, c'est-à-dire qu'on voit au fond derrière, c'est une anesthésie qui devient plus sûre, des actes interventionnels qui deviennent plus sûrs, et naturellement les disciplines interventionnelles qui veulent en faire bénéficier tous ces patients, alors que tous ces actes, pour un bon nombre de ces actes, les anesthésies et les actes interventionnels étaient récusés au cours des années 80. Donc premier élément, ça nous concerne tous. Deuxièmement, il y a une énorme évolution. Ce que je vous disais, c'est-à-dire la même chose, les années 80, la chirurgie qui représentait en gros 9 patients sur 10 qui étaient endormis pour une chirurgie. En 1996, vous voyez que la chirurgie, donc c'est l'activité en volume a plus que doublé et que la chirurgie ne représente plus que les 2/3 parce qu'il y a une explosion des actes interventionnels et qu'on est dans une société de confort et que ces actes interventionnels qui auparavant étaient faits finalement avec peu de choses, en tout cas une sédation beaucoup plus faible, là on souhaite avoir une anesthésie, on souhaite qu'il y ait une prise en charge qui permette à ces patients de le faire dans un meilleur confort. Puis l'autre élément, c'est aussi l'augmentation importante donc, de cette activité pour les actes obstétricaux. Donc premier élément, ça nous concerne tous. Donc les points, je dirais, qui est le deuxième élément, je dirais, que je voulais mettre en introduction, c'était de dire, au fond, l'anesthésie, c'est... Au moment du passage du nouveau millénaire, il y a un bel article dans le New England Journal of Medicine qui disait, au fond, mais quels ont été, au cours du dernier millénaire, les grands progrès médicaux? Et évidemment, on avait le développement de l'anesthésie. Si on fait un espèce de flashback dans nos propres familles, il faut bien voir que l'anesthésie a démarré en 1846, et au fond, il faut remonter de quelques générations pour se demander un petit peu comment ça se passait, les soins médicaux ou les soins chirurgicaux dans nos familles. Et c'est quand même assez effrayant d'imaginer qu'au fond, dans cette époque, quasiment, il y avait, les soins se faisaient au prix de souffrances atroces. Donc l'élément que je voulais mentionner là, c'est de dire en introduction, à la fois c'est quelque chose de fascinant parce qu'on apporte un soulagement, et à la fois, je dirais, c'est quelque chose qui effraie. Au fond, on dit toujours, nous, que l'anesthésie, c'est un petit peu la répétition de la mort, mais c'est un petit peu cet élément qui... Il y a toujours, on se souvient, enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience personnelle, mais on se souvient tous des anesthésies qu'on a eues. Et je voulais juste rappeler ici que la sécurité a toujours été Thanatos et le frère d'Hypnos. Donc on a toujours cette espèce même dans la mythologie grecque, on a toujours ce lien qui est entre finalement perte conscience, le sommeil et la mort, ce sont des choses assez proches. Et c'est aussi ce qui explique la prise en compte très émotionnelle de cet acte d'anesthésie où, au fond, on a, dans ces décisions qu'on doit prendre par rapport à certains actes opératoires, parfois les patients sont plus anxieux de l'anesthésie que de la chirurgie, alors que vous allez voir que les risques sont dans un rapport extrêmement différent. Troisième point d'introduction, c'est que l'anesthésie, c'est au fond, on est les spécialistes un peu des drogues illicites. Et si on veut bien voir, les produits qu'on utilise, ce sont des produits, les dérivés de l'opium, à ceci près que maintenant l'industrie pharmaceutique nous met à disposition des produits qui sont 100 000 fois plus puissants que l'opium et qui s'éliminent en quelques minutes, 2-3 minutes, et on a un produit qui est complètement éliminé, au point que on a l'impression qu'on n'a pas besoin de produits aussi rapides d'action et aussi puissants parce que ça nous pose des problèmes d'utilisation. Donc d'une part, les dérivés de l'opium. Alors les dérivés, on utilise encore des gaz qui sont des dérivés de l'éther, avec simplement qu'on y met plus d'atomes d'iode et de fluor, mais ce sont des produits, je dirais, de cette même famille. On utilise des curares, donc des produits aussi qui sont à base de ces plantes d'Amazonie. Et puis on utilise aussi de la cocaïne ou des dérivés de la cocaïne avec tous ces anesthésiques locaux. Et au fond, l'anesthésie, pour pouvoir faire cette anesthésie, pourquoi il y a un risque avec l'anesthésie, c'est que tous ces produits, en dehors de la cocaïne, sont des produits qui sont très dépresseurs de la ventilation. Donc pour pouvoir maîtriser à bonne dose l'anesthésie, pour pouvoir soulager, on ne sait pas actuellement donner une analgésie très forte, ni endormir profondément sans déprimer de façon très forte la ventilation. Donc pour pouvoir faire progresser l'anesthésie et maîtriser son risque, il a fallu que l'on maîtrise la physiologie de la ventilation et qu'on s'adresse à la ventilation artificielle. Donc pour maîtriser tout ceci pendant l'anesthésie, bien souvent il faut mettre
un tube dans la trachée pour ventiler artificiellement les patients. Et puis le deuxième gros versant, c'est que tous ces produits ont parfois des effets sur la circulation sanguine et qu'il a fallu aussi maîtriser la circulation, maîtriser les relations qu'on a entre la ventilation et la circulation. Donc c'est un petit peu les techniques, je dirais, de monitorage, de surveillance instrumentale qui ont été d'un apport fabuleux au cours, je dirais, des 30 dernières années. Et on peut actuellement, au cours de tout acte d'anesthésie, surveiller l'oxygénation, le gaz carbonique qui est exhalé par le patient, et puis par différentes méthodes, la pression artérielle. Alors je vais passer, parce que juste peut-être cette plaque, pour simplement, en termes de projection historique, vous voyez, l'anesthésie, avant l'anesthésie, c'est dès les années 1850, pour des amputations, donc des actes chirurgicaux quand même relativement simples, la mortalité était de l'ordre de 40-60%. Et puis on se glorifiait dans les premières années de l'anesthésie avec les terres, qu'on réduisait la mortalité de ces amputations à 25%. Donc vous allez voir les chiffres auxquels on arrive maintenant, on est, Dieu merci, très loin de tout ça. Juste peut-être, je voulais le mettre ici, peut-être comme un clin d'œil, si nous avons énormément progressé dans nos pays développés en matière de mortalité liée à l'anesthésie, la mortalité actuellement dans les pays d'Afrique noire pour une césarienne de l'anesthésie est de l'ordre de 1 à 10%. Donc on reste avec des taux extrêmement élevés, ce qui nous semble invraisemblable dans ces données historiques, reste encore des données d'actualité dans certaines parties du globe. Alors l'histoire ensuite, ça a été de l'anesthésie, ça a été un développement à la fois de techniques qui nous permettent, comme on le voit ici, juste des lames de laryngoscope, comment mettre un tube dans la trachée et exposer les cordes vocales spontanément comme ça, même en endormant le patient. Il a fallu techniquement que l'on développe ce qu'on appelle un laryngoscope. Deuxièmement, on a été dépendant du latex, de pouvoir être capable de mettre des tubes en latex pour pouvoir mettre ça dans la trachée, pour pouvoir ensuite le connecter et ventiler artificiellement le patient. Et puis ça a été ensuite des techniques qui sont très actuelles, où maintenant on met ce qu'on appelle un masque laryngé, on insère à l'intérieur de la gorge, vous voyez, sans même intuber à l'intérieur de la trachée, on le glisse spontanément, et quand le malade se réveille, il le retire même lui-même, et on arrive ainsi, avec juste des techniques qui sont dérivées du plastique, de pouvoir faire des actes de façon beaucoup moins invasive. Et puis l'explosion actuellement de la technologie, où même maintenant pour l'intubation, on a même des petites caméras, puisqu'on n'arrive pas en ouvrant simplement, comme on le ferait sur un animal, on lui ouvre la bouche, on lui tire la langue et on voit les cordes vocales. Chez l'homme, on n'est pas fabriqué comme ça. Donc on utilise maintenant de la technologie avec des petites caméras qui sont au bout de nos instruments pour pouvoir encore réduire ce risque, parce qu'il reste un risque. L'intubation reste encore, au jour d'aujourd'hui, un risque vital réel. Donc voilà, développement, je dirais, de la technologie, développement ici des techniques de surveillance instrumentale, donc avec une instrumentation où l'industrie biotechnologique nous a mis à disposition des appareillages fabuleux. Et puis le dernier élément, c'est l'anesthésie loco-régionale, avec ici la péridurale, mais le développement, vous voyez, d'aiguilles qui sont extrêmement bien ciselées, qui vont nous permettre d'aller dans des espaces qui sont des espaces virtuels, comme ici avec la péridurale, et dans lesquels on va pouvoir mettre donc, ces anesthésiques locaux pour tous les actes qui permettent d'avoir une anesthésie au niveau rachidien. Et puis dernière technique ou dernier apport, ce sont l'échographie. Donc vous voyez ici ces techniques de loco-régional où on utilise donc en même temps qu'on pique ce patient, à la fois l'aiguille est jointe à un stimulateur électrique. Donc au bout de l'aiguille, on va stimuler, ce qui fait que dès qu'on approche le nerf, on va avoir le patient qui va avoir des petits mouvements, donc on sait qu'on est très proche du nerf. Et puis deuxième technique maintenant, c'est que l'échographie, on arrive de cette façon à voir l'aiguille, les nerfs malheureusement on n'arrive pas à les voir, mais on arrive à voir avec l'aiguille toutes les techniques et les configurations anatomiques qui sont autour du nerf et qui nous permettent d'administrer nos produits, nos anesthésiques locaux au bon endroit. Donc voilà, juste ce petit rappel, simplement pour dire voilà de quoi on parle. Le problème de l'anesthésie, perspective actuelle, c'était voilà ce que l'on avait dans les années 80. À l'époque, c'est pas qu'il y avait un risque d'anesthésie qui était considérable, on va voir les chiffres, mais simplement le risque
n'était plus manifestement acceptable pour la population, puisqu'on avait sans arrêt, en tout cas dans les années 80, on passait sans arrêt dans la une des journaux ou dans les journaux télévisés pour dire il y a eu un accident d'anesthésie à tel ou tel endroit. Au fond, ce qui était inacceptable en matière de gestion de risque, c'est que pour un risque mineur, tel que par exemple une appendicectomie ou une intervention pour des végétations ou des amygdales, on avait finalement des patients bien portants qui mouraient simplement des conséquences de l'anesthésie. Et ça, c'était jugé en tout cas par la population et à travers la population par les médias comme quelque chose qui était relevé comme inacceptable. Pourquoi inacceptable? Parce qu'au fond, derrière, une simple bonne surveillance humaine peut-être aurait permis d'éviter ces décès. Donc on a été confronté à cette problématique et se sont lancées dans plusieurs pays dans le monde différentes enquêtes qui ont chiffré ce risque. Ça, c'était l'enquête qui avait été faite en France à l'époque, où on voit qu'à l'époque, le risque de décès ou de coma était de l'ordre d'un décès pour 10 000. C'est intéressant ce critère de 1 pour 10 000, parce qu'on va voir qu'en termes de gestion des risques, c'est un seuil au-delà duquel, si on va aller en dessous de ce risque, il va falloir changer de technique pour maîtriser la sécurité. Et quand on analysait pourquoi est-ce qu'on en avait ces décès, on se rendait compte que la majorité des patients, c'était des patients, ce qu'on appelle nous des patients ASA1, c'est-à-dire des patients bien portants, qui n'avaient aucune pathologie. Je prends l'exemple une arthroscopie ou une appendicite, enfin quelqu'un qui, en dehors de la raison pour laquelle il doit subir une intervention, va très bien. Donc c'est d'autant plus inacceptable d'avoir ces décès. Deuxième élément qui était important, c'est que la moitié ou un peu moins de la moitié, 42% de ces décès survenaient au cours du réveil de l'anesthésie. Et au fond, c'était lié à nos produits qui étaient moins performants à l'époque. On avait des patients qui, finalement, du fait de ce que je vous disais, la dépression respiratoire, on leur donnait les morphiniques, ils avaient des médicaments pour l'endormir, et ces médicaments ne s'éliminant pas rapidement, les patients, finalement, dans les heures qui suivaient, mouraient simplement parce qu'ils faisaient une dépression respiratoire. Donc des choses qui étaient trop stupides, je dirais, pour être acceptables facilement. Par ailleurs, à l'époque, la surveillance instrumentale, ça nous paraît actuellement ahurissant, mais la surveillance instrumentale, vous voyez, la majorité des patients, il y avait seulement un patient sur 3 qui avait simplement une surveillance de son cœur par un électrocardioscope, alors que actuellement c'est une technique alors absolument systématique pour tout patient anesthésié. Mais il n'y avait rien à l'époque. Et puis dernier élément, c'est que quand on voit où étaient surveillés les patients en post-opératoire, on voit qu'à l'époque, vous voyez, en salle d'hospitalisation, plus de la moitié des patients, au décours de l'anesthésie, remontaient directement du bloc opératoire dans leur chambre, et c'est là que se produisaient les accidents. Donc, pour faire court, ce que l'on a fait au cours des 20 dernières années, la première étape a été de dire, si on veut affronter ce problème et améliorer ce risque de l'anesthésie, l'étape initiale a été de dire, naturellement, et sans aller chercher des concepts compliqués, on s'est dit d'abord, il va falloir mettre des professionnels. Donc on a mis en place des standards, toutes les sociétés savantes, puis ça a été légiféré dans certains pays. On dit à la tête de tout patient endormi, on doit mettre un professionnel, que ce soit un médecin ou un infirmier anesthésiste. Et on voit donc les nécessités dans les années 70-80. Ça, c'est la courbe qu'on a eue en France. On a exactement la même courbe dans tous les pays, en tout cas de développés ou les pays d'Europe de l'Ouest. Un besoin considérable de médecins anesthésiques qu'il a fallu former dans les années 70-80. Donc, premièrement, un professionnel. Deuxième élément, c'est qu'il a fallu mettre des équipements, et on a, à la fois avec l'apport de l'industrie biomédicale, mis des équipements pour surveiller l'oxygénation, la pression artérielle, le gaz carbonique qui s'échappe des voies respiratoires, pour s'assurer que si survient une dépression respiratoire avec le gaz carbonique, la respiration qui suit, l'arrêt respiratoire, immédiatement on le sait, l'appareil sonne et on en est informé extrêmement tôt. Donc en termes de détection, c'était l'un des éléments importants, avoir la capacité de détecter ça très vite, et pas seulement par une surveillance humaine avec une infirmière qui surveille une dizaine de patients, mais avec de l'instrumentation qui va immédiatement alerter le personnel qui est autour. Et puis la troisième étape a été de dire on va travailler sur les structures, et puis ça a été la mise en place de ce qu'on a appelé des salles de réveil, ou après qu'on a appelé salles de surveillance post-interventionnelle, mais des salles de réveil, simplement pour que les patients restent le temps nécessaire
pour qu'ils puissent être bien réveillés avant de remonter dans leur salle d'hospitalisation. Donc ça a été une première étape avec un progrès relativement important. Là, c'est dommage. Ce que voulait dire cette courbe, c'était que, au fond, derrière, là, on n'avait rien inventé. Quand on se reporte un peu vers toutes les activités à risque, au fond, la sécurité, ça progresse toujours par étapes avec des paliers, étapes avec des paliers. La première étape, c'est toujours de mettre des expertises, donc des professionnels qui ont une expertise et des équipements. La deuxième étape, c'est de s'attaquer aux erreurs humaines. Une fois qu'on a franchi cette première étape, quels que soient les risques, on se rend compte que derrière, une fois qu'on a amélioré les équipements, on a amélioré la pratique, dans l'aviation ça a été la même chose, dans toutes les industries à risque, ensuite on s'est rendu compte que, en gros, 70% des erreurs, des accidents sont liés à des erreurs humaines. Donc la deuxième étape a été d'affronter cette difficulté et que, si on voit maintenant, si on se penche un petit peu maintenant sur, au fond, comment est-ce qu'on aborde un risque? Alors dans le domaine de la médecine, alors j'ai repris là, au fond, pendant longtemps, on a considéré que le risque médical était inhérent à la pratique médicale. Alors sans aller sur le code d'Hammurabi ici, où on voit que, au fond, ce que dit le texte, c'est si un docteur opère un homme pour une blessure sévère et cause sa mort, ou s'il lui ouvre un abcès à l'œil et lui détruit l'œil, on lui coupera les doigts. Donc c'est évident que c'est pas une façon de recruter des chirurgiens. Simplement, pendant longtemps, on est resté avec ce concept de, au fond, on va inciter les opérateurs, on va inciter les professionnels à bien faire, à respecter leurs règles de bonne pratique, mais on n'avait pas une incitation forte à l'époque à se pencher sur ces problèmes de sécurité. Là, j'ai relevé un texte d'un journal scientifique qui est le JAMA, un journal américain, là, qui au fond, ça paraît à l'heure actuelle ahurissant, quoi, mais ce que dit ce texte, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, les accidents sont le prix à payer pour pouvoir bénéficier des inestimables bienfaits des progrès diagnostiques et thérapeutiques. Donc je vous laisse deviner de quand date ce texte. Ça ne date pas du XVIIIe siècle ou du XIXe, vous voyez, 1956. Donc c'est pas si loin qu'au fond, la sécurité n'était absolument pas abordée. C'est au fond, on est dans une dynamique de maladies, de malades qui meurent de maladies, et qu'il faut faire progresser les soins médicaux. Et puis la sécurité, c'est pas le problème, ou en tout cas, ce n'était pas le problème à cette époque. Comme si on ne pouvait pas travailler sur les deux pieds, c'est-à-dire travailler sur le progrès médical, bien sûr, mais travailler aussi sur la sécurité. Et le concept, qui est quand même un concept très fort, qui est encore présent dans nos têtes, c'est au fond, c'est un bon professionnel ne se trompe pas. Ce qui est vrai. Mais est-ce que ce n'est que vrai? Et là, dommage, ça ne passe pas bien, mais au fond, il y a tout un tas de littérature qui, au fond, se disait, mais on est dans un concept où, au fond, ces erreurs médicales sont inacceptables. Mais dans ce concept, quand il survient une erreur, au fond, derrière, on se dit, mais c'est que les soins n'ont pas été corrects, ou les gens ont été négligents, ou les gens n'ont pas fait attention, et c'est quand même inacceptable. Et ce concept est un concept qui est un concept important. On a tous appris peut-être à marcher ou à traverser les rues comme ça. On fait attention, c'est ce schéma, quoi. On met des bons professionnels, on met des règles de bonne pratique, des barrières de défense, et au fond, si on met des bons professionnels qui ont le bon savoir et qui respectent les règles de bonne pratique, on n'aura pas d'accident. Donc la vraie question, c'est, oui, c'est certainement vrai, mais est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que c'est pas toujours vrai? Le deuxième danger, donc on va revenir là-dessus, le deuxième danger de ce concept, c'est que quand on est dans ce concept, qui va aller confesser qu'il a fait des erreurs? Et c'est des choses sur lesquelles on est très vigilant actuellement. Vous voyez, où est-ce qu'on va dire « Oh là là, il m'est arrivé cette nuit une affaire, j'ai failli en tout cas avoir un pépin avec un malade. » Et au fond, le seul endroit où vous allez récupérer cette information, c'est au café. C'est dans des endroits où on est entre professionnels et puis se passent les vraies histoires. Qu'est-ce qui se passe dans mon service actuellement pendant que je suis en train de vous parler? Vous voyez, comment est-ce qu'on récupère cette information où il y a peut-être des choses, ce qu'on appelle des near miss, des choses des presque accidents, mais ces presque accidents qu'on aimerait connaître parce que si on veut éviter qu'ils se reproduisent, il y a toute une richesse à tirer de ces accidents. Donc on est rentré un petit peu dans cette aventure de dire, mais au fond,
Est-ce que ce concept qui est de dire un bon professionnel ne se trompe pas, est-ce que c'est si vrai? Je vais juste vous donner un exemple qui est une histoire vraie, qui est passée dans la presse, là, comme je viens de vous montrer. Au fond, c'est une histoire atroce, quoi. Un enfant de 12 ans opéré d'une appendicite qui reçoit en post-opératoire une dose excessive de morphine, comme ça, par un infirmier qui s'est trompé, quoi. Il 10 fois la dose, et l'enfant meurt. Et au fond, imaginez que ce soit quelqu'un dans votre environnement proche, l'infirmier n'a pas fait attention, et où il faut le punir, il faut le mettre en prison. Et regardez comme sont traitées ces affaires quand elles passent dans la grande presse. À chaque fois, c'est de se poser la question, c'est à la fois, c'est vrai que ne rien faire serait en tout cas difficilement acceptable pour la famille. Quand on est du milieu médical, on se dit, mais si on le met en prison, est-ce que moi je ne vais pas aller en prison demain? Donc on est très mal à l'aise de juger ces cas. Et à la fois, est-ce que le mettre en prison va empêcher que demain, il n'y aura pas la même chose? Donc on a bien souvent l'impression qu'on gère l'émotionnel, mais il n'est pas certain qu'en dehors du problème de donner réparation, entre guillemets, quelque part à la famille, que l'histoire passe à travers la justice, mais que derrière, est-ce qu'on a amélioré les soins pour que ce type d'accident ne se reproduise pas? C'est assez intéressant parce que vous verrez que c'est pas souvent que... Parce que finalement, quand on voit cette histoire, en tout cas ce que moi j'ai pu en lire, j'étais pas du tout expert dans cette affaire, mais j'ai pu en lire dans la presse, l'infirmier c'était un intérimaire, travaillait généralement en gériatrie, il n'avait absolument pas l'habitude de ces doses de pédiatrie. Le médicament, il est étiqueté comme encore beaucoup de nos médicaments, 1 millilitre, 1%. Donc vous êtes tous universitaires avec un bagage 1 millilitre, 1%, ça veut dire que... Donc 1 millilitre, ça doit faire 1 gramme, donc c'est 1%. Donc vous voyez, à chaque fois, il va falloir faire une... Alors bien sûr, on est habitué, mais vous allez voir les taux d'erreur qu'on fait. L'équipe, l'infirmier n'était pas très sûr, il a demandé à sa collègue à l'étage, c'était un samedi, au fond, on l'a envoyé paître en lui disant « Écoute, je suis suffisamment occupé, débrouille-toi ». Le protocole dans le secteur, il n'y avait aucune chose écrite, où on avait fait des formations, mais il y a 2 ans, avec le turnover du personnel, il n'y avait plus aucun personnel qui avait suivi cette formation. Et même la mère à 18h a dit non, laissez-le dormir. Quelqu'un était passé pour savoir si l'enfant se réveillait. Donc même ça, c'est atroce, quoi. Donc bref, l'histoire, c'est juste pour vous sensibiliser au fait de dire, mais au fond, voilà le type d'aventure affreuse, comment on traite ça pour éviter que ce type d'accident ne survienne à nouveau. Et vous voyez ce qu'on a en 0,5%. Alors j'ai pris de la méthadone. Je prends la méthadone simplement parce que la méthadone, il faut donner 0,7 mg par kilo. Donc disons que pour un adulte, un enfant de 13 kilos, vous voyez, à chaque fois, l'infirmière va il faudra combien de millilitres? Ce qu'on veut, c'est de savoir combien de millilitres on va administrer finalement dans la perfusion ou en intramusculaire à cet enfant. Et au fond, ce que l'on a, c'est donc, mon point, c'est de dire un bon professionnel ne se trompe pas, parce qu'on est sûr que les professionnels ne se trompent pas avec le système tel qu'il est organisé, tel qu'on l'a actuellement. Alors on a regardé ça un petit peu ici à Genève avec certains de mes collègues, et on a regardé, vous voyez, quand on fait les erreurs, quand on prend une ampoule dans un bac, ce que vous faites probablement chez vous, on prend un élément, on le tire, on regarde l'ampoule, taux d'erreur 2%. Ensuite, quand on fait, vous voyez, des erreurs de dilution, on va sélectionner, je crois que j'ai les erreurs de dilution, on va prendre, parce que pour un enfant, on va avoir besoin de le diluer pour administrer une dose plus faible. On a calculé, vous voyez, le taux d'erreur que l'on fait en pratique, 3,4%. Donc, c'est pas si simple. Donc, quand on regarde de près, alors bien sûr, toutes ces erreurs sont loin d'être si dangereuses. Mais au bout du compte, on aura un certain nombre de ces erreurs qui vont éventuellement être dangereuses. Donc l'idée derrière tout ceci, c'est de dire le concept d'un bon professionnel ne se trompe pas, c'est vrai, mais ça n'est pas toujours vrai. Et au fond, ce premier concept, on sait qu'on ne dépasse pas des taux de sécurité d'1 sur 10 000. Si on veut aller au-delà d'une erreur sur 10 000, il va falloir prendre en compte le fait que non, la réalité, c'est que on fait des erreurs, même les bons professionnels font des erreurs, et qu'il y a dans l'organisation de notre système tout un tas de choses, comme ce que je vous ai montré avec l'étiquetage de ces produits, où là, éventuellement, on pourra améliorer grandement le système
Alors on a regardé aussi le taux d'erreur, on a regardé, vous voyez, combien on a pris 28 anesthésistes ici à Genève, et puis on les a mis à la pharmacie. Alors c'était pas sur le terrain, c'était une simulation, mais on leur a fait préparer des médicaments. Alors il y en a 4 qui font 0 erreur, 6 qui font une seule erreur, 12 qui font 2 erreurs, et il y en a même un qui fait 6 erreurs. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc le concept, non, la majorité font des erreurs, et que si... alors est-ce qu'on met la barre et on dit tout cela, on les réengage pas en octobre prochain, ou est-ce qu'au contraire on se dit oui, non, la majorité font des erreurs? Ça veut pas dire qu'il faudra pas continuer à garder le message précédent qui était de dire on va faire attention, on va avoir des bons professionnels, on va les former au mieux que l'on peut et on va leur demander de faire attention. C'est que il ne faudra pas être dans le déni de dire si on fait ça, on n'aura pas d'erreur. La réponse, c'est assez faux. Je vais passer là-dessus. Alors voilà ce qu'on essaye de faire. Vous voyez, on avait des étiquetages comme ça, chlorure. Chlorure de quoi? Et puis si on est rapide, puis si ça peut être une fois une chlorure de potassium ou une chlorure de sodium. Donc en étiquetant ces médicaments, vous voyez, avec des étiquetages très différents, là on voit ou on ne voit pas. Et au moins on réduit le type d'erreur. Là, c'est l'adrénaline que vous arrivez peut-être à lire. Ce que je dis, c'est qu'au-delà de 50 ans, quasiment, on n'arrive plus à lire tellement c'est petit. Donc, on peut changer l'étiquetage. Donc, on peut améliorer. L'idée, c'est que si on a ce type d'erreur, on peut améliorer le système et on peut avoir un système qui est plus performant. Puis, la dernière chose qu'on fait ici avec la pharmacie ici à Genève, c'est que puisqu'on a un taux d'erreur dans les dilutions qui sont relativement importants, on demande aux pharmaciens de nous préparer des seringues qui sont toutes prêtes à des dilutions qu'on souhaite, et on n'a plus ce type d'erreurs qui sont des erreurs, au fond, tellement stupides. Donc, derrière tout ça, ce que l'on voit, c'est que, au fond, le concept que l'on avait précédemment, bon professionnel, et puis on lui demande de respecter les règles de bonne pratique, ce que l'on va faire, ce qu'on va prendre conscience qu'au-delà, il y a un peu comme des pots de banane. Quand bien même on a des bons professionnels qui respectent les normes de bonne pratique, on a un danger, c'est que si dans le système, sur la place de travail ou dans l'organisation, on met des pots de banane, tout le monde va glisser. Si on travaille dans une salle d'urgence et qu'on augmente le débit de malades qui arrivent, au bout d'un moment, tout le monde va faire des erreurs. On n'arrive plus à couvrir l'ensemble des activités qui doivent être faites. Il y a une charge cognitive qui devient trop forte, et à ce moment-là, sans renfort d'effectifs, finalement, tout le monde va faire des erreurs. Et au fond, le quotidien, c'est aussi d'arriver à gérer ces flux qui sont variables. Donc, on va avancer. Je vais passer là-dessus. Alors, je vais aussi passer là-dessus parce qu'elle ne passe pas bien. Donc, au fond, après avoir mis en place tout ça, donc les étapes, c'est premièrement, on a standardisé les formations, standardisé les équipements, mis en place des standards sur les structures, c'est-à-dire salles de réveil. Deuxièmement, on a travaillé depuis 10 ans là, sur le problème comment, au niveau technique, améliorer le système pour réduire les erreurs au niveau médicaments, enfin tout un tas de choses techniques qui nous permettent d'avoir un système qui est plus robuste à la production d'erreurs humaines. On a refait dans le monde entier un certain nombre d'enquêtes qui sont ici, dont je vous demande juste de regarder en rouge, donc, qui sont faites aux Pays-Bas. Les Australiens font des enquêtes sur la mortalité anesthésique tous les 3 ans, donc ça c'est très utile parce que ça nous permet de voir la progression avec un système de mesure similaire. Mais ce que l'on voit en rouge ici, vous voyez, c'est qu'on est passé, je vous rappelle, 1 sur 10 000 en gros dans les années 70-80, où toutes les enquêtes actuelles confirment 1 sur 125 000, 1 sur 180 000, 1 sur 250 000, 1 sur 145 000, et là c'est aux États-Unis, donc c'est 8 par million, mais ils ont mesuré simplement sur les hospitalisations en chirurgie, mais on est, disons, globalement dans des chiffres qui sont voisins, qui sont en gros qu'on a baissé un peu plus d'un facteur 10 la mortalité anesthésique depuis environ 20 ans, 25 ans. Donc un progrès indéniable. Donc la question maintenant qui se pose, c'est la suivante, c'est est-ce que ça a un sens? Les 2 points qui nous posent problème actuellement en matière de perspective, c'est est-ce que ça a un sens de continuer à faire des progrès en matière de mortalité anesthésique si la chirurgie n'évolue pas parallèlement? Là, j'ai repris une enquête qui a été faite l'an dernier aux Pays-Bas, où l'on regarde la mortalité chirurgicale, alors bien sûr globale, mais pour
la chirurgie abdominale, orthopédique, urologique, gynéco, enfin, pour toute la chirurgie globalement. Mais ce que l'on voit, c'est que la mortalité post-op actuellement, dans les pays développés, est de l'ordre de 2%. Alors, entendez-moi bien, c'est pas que les chirurgiens sont des maladroits, puis nous, c'est pas du tout ça. C'est simplement, c'est que l'évolution du risque anesthésique a permis aux chirurgiens d'étendre les indications des actes opératoires pour en faire bénéficier des patients de plus en plus atteints de pathologies sévères. Et que, résultat des courses, c'est que quand on prend l'ensemble de l'activité chirurgicale, la mortalité chirurgicale reste relativement élevée par comparaison. Donc l'un des éléments, c'est de dire maintenant, mais au fond, où se passe cette mortalité ? L'immense majorité des décès se passent en post-opératoire, et tout l'enjeu actuellement, c'est d'analyser pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas réduire la mortalité post-opératoire, le prendre de façon globale, parce qu'il devient de plus en plus difficile devant un décès périopératoire de savoir si au fond, est-ce que c'est parce que le patient était porteur de pathologies sévères, parce que le chirurgien n'a pas été au mieux de son acte ou que l'anesthésie n'a pas été au mieux de son acte. Et qu'au fond, quand on analyse un peu ces grandes enquêtes, c'est extrêmement difficile au fond de faire la part des choses, parce qu'il y a bien sûr un mélange entre un malade qui a saigné, une transfusion qui a suivi peut-être pas de façon optimale à tout moment. On n'arrive plus à savoir finalement à quoi reviennent ces décès post-opératoires. Donc l'idée, premier message, c'est de dire, maintenant, de toute façon, on ne peut plus voir la mortalité anesthésique de façon isolée, il va falloir faire ça en collaboration avec la chirurgie, et c'est ce qui est en train de se passer. Deuxième élément, c'est que quand on voit ça de façon globale, alors si on compare le risque anesthésique, le risque chirurgical ou le risque médical par rapport aux autres risques environnementaux, on voit que finalement, alors le nucléaire, c'est peut-être une mauvaise image actuellement, mais ce qui est finalement le plus sûr, c'est l'aviation civile. Prendre l'avion, c'est vraiment le risque le plus maîtrisé. On dit que c'est de l'ordre de 1 sur 10 millions, un décès sur 10 millions de vols pour un passager donné. Et puis, faire de l'alpinisme dans l'Himalaya, c'est probablement en tout cas de l'ordre d'un décès pour 10 ou pour 100. Et quand on replace finalement les soins médicaux, on est comme ça, quoi. Et au fond, le risque anesthésique, c'est de l'ordre du risque de prendre un charter pour aller au Pakistan, pour monter au K2, pour faire une ascension dans l'Himalaya. Donc, vous voyez, cette espèce d'énorme écart entre les différents actes que l'on va pratiquer en médecine. Et l'idée maintenant, c'est de focaliser sur où est-ce qu'il y a du risque évitable. Et on sait qu'en périopératoire, probablement on est de l'ordre de 20 ou 30% du risque qui est évitable. Je vais passer, là cette diapo passe pas bien. Alors, dernier élément en termes de concept, si on prend maintenant les gros enjeux en matière de sécurité, quels que soient les domaines à risque, que ce soit les domaines industriels ou les domaines médicaux, au fond, une fois que l'on a développé les concepts précédents, que je rappelle, donc d'abord on met des professionnels, on les équipe correctement, ensuite on prend en compte les erreurs humaines. Après, on a deux grands choix actuellement qui sont offerts à nous pour réduire les erreurs humaines. Soit on prend le choix qui est, au fond, le concept, c'est de dire on va vers le normatif. Donc c'est au fond tout ce qui s'est développé dans l'aviation. Dans l'aviation, finalement, on a énormément normé le système, il y a des procédures pour finalement tout ce qui doit être fait. On réduit l'incertitude et on met des procédures de façon très forte pour dire voilà comment on devrait faire les choses. La voie normative, c'est bien, mais simplement ça veut dire quelque part que ces normes, ces guidelines, il va falloir les respecter, il faut avoir la capacité de suivre, de les respecter. Et puis le prix à payer, alors je m'excuse, ça ne passe pas du tout, même ici, donc je vais vous le lire. Au fond, ça veut dire que ça réduit la liberté d'action des acteurs. C'est-à-dire que si on vous met des normes, vous êtes dans une ambiguïté. Pourquoi mettre des gens aussi qualifiés en première ligne si on leur demande de respecter des guidelines ? Et ça pose problème, aussi bien d'ailleurs aux pilotes qu'aux médecins ou aux chirurgiens. Si on vient vous dire c'est comme ça qu'il faut faire les choses, on a un problème d'adhésion, et c'est un problème extrêmement fort actuellement, en tout cas quand
on met en place ces modèles dans le milieu médical parce qu'on est en pleine ambiguïté. Le deuxième élément, c'est qu'il faut être capable de faire la chasse aux mauvaises pratiques, donc être capable d'analyser toute la pratique, ce qui est loin d'être le cas. Puis le troisième élément, c'est que quand on ne peut pas respecter les guidelines, c'est ce qui se passe, que vous avez tous vécu quand vous êtes dans l'avion, finalement l'avion ne part pas, tout n'est pas au vert, donc on ne part pas. Comment on fait dans une salle d'urgence ou une salle d'accouchement avec une femme qui saigne, et puis finalement on n'a pas toutes les sécurités, mais on ne peut pas attendre. Donc c'est un premier modèle qui est intéressant parce qu'il a produit quand même l'activité industrielle qui est la plus sécurisée, qui est l'aviation civile. Le problème, c'est où est-ce qu'on va pouvoir l'adapter si on veut l'adapter au monde médical. En tout cas, on ne peut l'adapter que là où on est capable de décrire le monde, c'est-à-dire dans un environnement qui est relativement connu, maîtrisé. Le deuxième modèle, c'est le modèle à la voie adaptative, où au fond, c'est un petit peu un modèle qui a été développé dans les universités de Berkeley, où les gens ont dit, mais finalement, nous, c'était les porte-avions. À l'époque, les gens disaient, mais au fond, quand il y a du brouillard, que l'avion doit atterrir sur le porte-avions, il y a guideline ou pas, il doit atterrir, et au fond, c'est la bonne collaboration entre les gens sur le pont, l'avion qui est en train de chercher s'il est bien dans l'axe de la piste, etc. C'est au fond ce modèle très collaboratif, ou que j'ai mis comme exemple avec ici, faire changer 4 roues, faire le plein, toute étincelle peut faire exploser en moins de 10 secondes, c'est un travail collaboratif assez impressionnant. Donc dans ce modèle adaptatif, là, il y a une grande liberté de décision des acteurs, c'est pas l'amiral qui, dans ce porte-avions, est celui qui dirige la manœuvre, non, c'est les gens du terrain qui s'entendent, il y a une grande flexibilité de distribution des décisions, et c'est un modèle qui, quelque part, nous parle, en tout cas dans l'environnement médical d'urgence. Ça, c'est un élément sur lequel on travaille, parce qu'on se dit, là, il y a certainement, en tout cas, un modèle à tirer profit. Alors, l'important, c'est qu'on va pouvoir, dans le milieu médical, et l'enjeu actuel, c'est ce qu'on est en train de développer, l'un et l'autre, pour des situations différentes. Voilà, par exemple, la Joint Commission américaine, donc l'organisme d'accréditation des hôpitaux américains, ont suivi depuis les années 99 ce qui se passe, ce qu'ils ont appelé les événements sentinelles. Événements sentinelles, c'est quand même 75% de mortalité, donc c'est des choses. Et on s'est rendu compte qu'au fond, la chirurgie du mauvais côté, on disait que ça n'arrive pas. Ben non, ça arrive. Alors, c'est pas mortel, mais enfin, c'est quand même des accidents totalement inacceptables, évidemment, pour les patients. Donc, l'idée derrière, c'est qu'on s'est dit, mais au fond, ces petits accidents, ce sont des accidents où on voit bien que le normatif va pouvoir trouver une place intéressante. Identifier une chirurgie, un malade, une identité d'un malade et le côté à opérer, on voit bien que là, il n'y a pas besoin d'adaptatif. Là, il faut être rigoureux et essayer que l'information soit de façon systématique bien relevée. Donc, il y a eu toute une démarche qui a été, je passe ici, qui a été faite pour dire, mais finalement, on va travailler là-dessus. Deuxième étape, c'est que les chirurgiens, et on voit que c'est parti, là, une fois de plus, des hôpitaux de Boston, où les chirurgiens américains ont commencé à dire, mais au fond, on a relevé un certain nombre d'accidents, et regarde, mais pourquoi on a ces accidents? Et on voit que le premier facteur, c'est toujours pareil, comme ce qu'on a vu précédemment pour l'anesthésie, c'est un problème d'expérience, de compétence. Mais le deuxième facteur qui apparaît, ce sont des problèmes d'erreur de communication. Bien sûr, à nouveau, parce qu'on est dans un système de soins extrêmement complexe, si on perd des informations, si on communique mal. Mais ça explique, deuxième cause, des accidents mortels en chirurgie. Donc un élément qui permet de dire, bon alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans un ensemble de ces équipes pour améliorer la chirurgie? Troisième étape, c'était un peu le gros corps là, des hôpitaux des vétérans, qui finalement se sont lancés dans des grandes analyses qui disent, mais au fond, voilà, on reprend des accidents, là vous voyez plus de 400 plaintes, et ce qu'on détecte que les erreurs de communication sont des erreurs fréquentes, et au fond c'est des choses toutes bêtes, quoi. C'est le jeune médecin qui ne signale pas une chose au senior, ou le senior qui n'a pas bien entendu, ou entre deux seniors. Et là, la chose qu'ils ont proposée, c'est de faire ce qu'ils appellent les triggers, des moments où la communication va être obligatoire. Si le malade pose tel ou tel problème, vous m'appelez. Si le patient passe d'un secteur à tel autre, vous m'appelez. Bon, donc c'est une chose intéressante, c'est que, vous voyez, on va mettre dans le normatif même de la communication. Pas seulement on va relever l'identité, de se dire, mais comment est-ce qu'on relève l'identité d'un malade?
on va trouver quand même des solutions à ce problème simple, mais un problème pour lequel les erreurs surviennent encore. Et deuxièmement, on va insérer dans ce normatif aussi des communications, comme le pilote et le copilote. Avant le départ, ils se parlent, ils communiquent sur un certain nombre de choses. Et ce qui a été relevé, alors que vous avez peut-être vu dans la grande presse depuis 2-3 ans, c'est que l'OMS, donc à Genève, a lancé des grands programmes qui s'appellent Safe Surgery, Safe Lives, donc des grands programmes pour dire, mais au fond, on se préoccupe de ces soins périopératoires. Et ils ont lancé des enquêtes, un papier qui était sorti dans le Lancet en disant, au fond, il y a combien d'interventions chirurgicales dans le monde? En gros, c'est de l'ordre de 230 millions. Il y a combien de complications? De l'ordre de 7 millions. Il y a combien de morts? De l'ordre d'1 million. Et ils disent, en gros, la moitié devrait être évitable. Alors évidemment, le pourcentage va varier en fonction des pays, en fonction des systèmes de santé. Et donc, ils ont lancé en 2009, donc vous voyez, c'est il y a 2 ans, ce qu'ils ont appelé une checklist en disant, voilà, on rend cette checklist obligatoire avec 3 points dans cette checklist avant l'anesthésie, avant l'induction, avant l'incision de la peau, et puis avant que l'équipe se quitte. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette checklist, mais c'est assez intéressant. Ce que mon message est de dire, c'est assez sioux derrière, c'est assez intéressant. Il y a à la fois, est-ce qu'on a vérifié qu'on a tout, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on démarre l'intervention, et deuxièmement, ça impose des moments de communication, comme ici, vous voyez, l'anesthésiste et le chirurgien doivent se parler pour se dire, c'est quoi les temps qui vont être difficiles au cours de cette intervention. Simplement, un peu, je prends l'exemple du pilote et du copilote. Donc ça, c'est les choses qui ont été développées. Juste le point important, c'est l'an dernier, une grande étude faite en Hollande qui montre que quand on met en place ça, ce qui est intéressant, c'est en Hollande, première étude qui avait été faite dans X hôpitaux dans le monde. Donc il y a eu un espèce de sentiment de dire « ouais, mais chez nous, c'est différent ». Là, c'est dans des pays quasiment qui ont des soins identiques à chez nous. Ils ont mis en place des espèces de guidelines plus forts que ceux de l'OMS. Et ce qu'ils observent, c'est que, alors vous voyez pas, mais la mortalité post-op, 1,5%, vous voyez, on retrouve les mêmes chiffres, qui diminue à 0,8%. Donc ça, mis en place sur X hôpitaux qui ont suivi ces guidelines. Donc le message là, c'est de dire, première étape, première perspective, c'est qu'on va vers, pour certaines choses, on va mettre un peu plus de normatifs. Deuxième élément, c'est que, voilà, une équipe d'experts n'est pas forcément une équipe experte. Il ne suffit pas d'avoir des gens extrêmement professionnels, mais des individus qui ne communiquent pas entre eux. Une équipe, c'est autre chose, et ça implique quelque part de travailler sur ce qu'on appelle les compétences non techniques. Donc c'est pas le tout d'avoir un bon savoir, c'est comment on va l'utiliser et comment on va se comporter en équipe. Donc ça, c'est une deuxième piste sur laquelle on se dit, mais il faut qu'on développe ça, qu'on forme nos internes, nos chefs de clinique à finalement travailler de façon beaucoup plus harmonieuse et travailler pas seulement entre nous anesthésistes, mais aussi avec les équipes chirurgicales pour simplement que ce travail en équipe se fasse et qu'il y a les tâches cognitives, mais il y a aussi la communication. Je vais passer parce qu'avec ce truc, ça passe pas bien. Un exemple qui a été fait par un de nos collègues là, qui s'appelle Guy Allaire, qui l'a fait en Australie. On dit toujours dans les hôpitaux américains, il ne faut jamais se faire hospitaliser le 1er juillet parce qu'il y a tous les internes qui changent. Et donc il a repris ça, il est parti faire 2-3 ans en Australie, et puis il a pris la base de données d'incidents de cet hôpital, et puis il a observé que le taux d'incidents, c'est effectivement, les 3-4 premiers mois après l'arrivée des nouveaux internes, il montait, puis il redescendait progressivement. Alors c'est intéressant, puis on se dit, oui, il y a tous les nouveaux internes qui arrivent, il faut comment faire en sorte qu'ils soient bien encadrés pour qu'on n'ait pas tout ça. Mais la surprise qu'il a eue, c'est qu'on a regardé, mais est-ce que ça survient surtout avec les jeunes internes ou avec les vieux internes? Et ce qu'on observe, c'est que ce sont les internes de 5e année avec lesquels il y a le plus gros taux d'incidents. Pourquoi? Parce que ce sont, justement, eux, on se dit, ils ont quasiment fini d'être formés, ils arrivent dans un hôpital ou dans un nouvel environnement, ils savent tout faire,
Mais au fond, ils ne connaissent pas l'environnement, ils ne savent pas comment se passent les choses. Tous ces problèmes de communication sont en fait essentiels. Et que la grande surprise de ce papier intéressant, c'était justement de se montrer qu'il ne suffit pas d'avoir le savoir, il faut aussi savoir l'utiliser. On est dans un environnement complexe où la communication est un élément très important. Donc, je vais passer là-dessus. Oui, juste simplement pour dire, c'est une étude là, qui a été faite dans les hôpitaux américains qui montre qu'ils ont regardé ce qu'ils appellent les marqueurs de comportement. Et ils ont comparé finalement sur la mortalité post-op des opérés. Donc un critère quand même on ne peut pas faire plus fort. Et ils ont observé que les marqueurs de comportement sont plus prédictifs. BMRI, Behavioral Markers, donc des marqueurs de comportement, sont beaucoup plus prédictifs que la gravité de l'état du malade de la mortalité post-opératoire. Donc c'est un message, alors c'est des études qui sont en train d'être refaites parce qu'on se dit c'est pas possible, mais au fond c'est un message tout simple, quoi, essayer de dire, mais au fond les équipes qui s'entendent bien, on voit bien qu'il y a tout un background, tout un corpus qui nous dit de recherche, qui dit mais attendez, la communication c'est un élément majeur. Et il semble, en tout cas, on voit que c'est en train d'être confirmé par toutes ces études qui montrent que, bah oui, travailler sur la bonne entente des équipes, on est avec des soins plus complexes, des équipes de plus en plus nombreuses, la réduction du temps de travail qui nous complique encore les choses. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de dire, mais il faut aussi travailler sur ce modèle, entre guillemets, adaptatif. Et ce sont ici, alors c'est des formations qu'on fait, en tout cas ici aux hôpitaux universitaires de Genève, qu'on a fait un programme qu'on a appelé Ensemble, qu'on a fait à la maternité, un deuxième programme qui est en train d'être fait depuis 2-3 ans avec les équipes chirurgicales et puis la compagnie suisse là, qui nous aide parce que ce sont des problèmes communs qu'on fait avec l'aviation. Et puis un autre programme qu'on a appelé Chloé pour communication, humanité et pour équipe qu'on a fait au moment d'une fusion entre les deux services de réanimation. Je vais juste passer là-dessus. Donc, juste ce dernier travail, et puis avant la conclusion, simplement pour montrer est-ce que ça marche ? Les hôpitaux des vétérans ont rendu ces formations obligatoires. Et ensuite, ils ont mesuré, ils ont fait des groupes d'hôpitaux où ils ont mis en place ces formations, ce qu'ils appellent le Combined Team Training, donc le travail en équipe. On met en place des programmes comme ça dans les hôpitaux. Puis on compare la mortalité avant-après, puis on compare aux hôpitaux pour lesquels on n'a pas mis ça en place. Et ce qu'on voit dans ces résultats, donc c'est sur 72 ou 74 hôpitaux, vous voyez, on a ici la mortalité post-opératoire. On a une espèce de relation dose-effet avec les trimestres de formation. Plus on a formé de gens dans les équipes, plus on voit de façon linéaire se baisser la mortalité post-opératoire. Donc là aussi, deuxième piste pour améliorer encore, pas seulement, donc vous voyez, on passe de la mortalité, de la maîtrise du risque anesthésique vers une plus grande maîtrise, mais ce n'est pas seulement de l'anesthésie, mais de la gestion de toute la pratique périopératoire entre les anesthésistes et les chirurgiens. Voilà, donc pour conclure, je dirais, j'ai plus voulu vous emmener vers ces concepts de sécurité pour dire simplement, c'est que le modèle classique, bien sûr qu'il doit rester. Faire attention, mettre des bons professionnels, ce sont des choses qui sont évidemment indispensables. Et c'est ça la complexité de l'évolution actuelle, c'est de ne pas rejeter en disant les concepts antérieurs, ils étaient stupides, il faut les jeter. Non, il faut les garder. Il faut simplement avoir conscience que ces modèles ne suffisent pas parce que l'objectif actuel, c'est d'aller au-delà d'un accident mortel pour 10 000 actes. Et si on veut aller vers une gestion plus rigoureuse de nos actes médicaux, il faut travailler sur les autres modèles, les aides techniques, pour réduire toutes ces pots de banane que l'on a dans notre système. Et puis la vraie question qui se pose dans le domaine de la gestion des risques, c'est dans le domaine médical, où est-ce qu'il faut mettre du normatif et puis où est-ce qu'il faut mettre de l'adaptatif. Évidemment qu'il faudra jouer avec les deux, mais là où c'est pas clair pour tout le monde, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ces deux types d'évolution. Voilà, je vous remercie. Bien, nous allons passer aux questions. Première question, le vieillissement de la population, l'explosion du diabète, l'obésité chez les plus jeunes et le prix de la médecine et chirurgie de pointe permettront-ils d'améliorer encore les résultats ou seront-ils un frein ? Alors le vieillissement de la population
est un facteur qui rajoute, en tout cas qui donne un taux de complications plus élevé. Ça, toutes les études le montrent. Mais pour autant, il faut être très vigilant parce que une fois qu'on a dit la population âgée, au fond, ça ne veut rien dire, quoi. Est-ce que le patient donné pose des problèmes de morbidité qui vont rajouter son risque anesthésique ou non? Juste pour prendre des chiffres, au-delà de 85 ans, la moitié de la population est bien portante, ASA 1 ou 2. Et c'est toute la difficulté qu'on a, quoi. C'est que si une population est bien portante, quand bien même elle est âgée de 85 ou 90 ans, c'est cette personne-là qui doit être évaluée par rapport éventuellement au risque ou pas d'une intervention chirurgicale. Ou un article qui vient de sortir là, il y a quelques mois sur la chirurgie cardiaque, pour des non-agénaires, moins de 5% de mortalité pour ces populations opérées de chirurgie cardiaque, donc de chirurgie relativement lourde. Donc globalement, c'est le problème des statistiques. Globalement, indiscutablement, être porteur de pathologie et puis par nature, les patients âgés étant plus à risque d'être porteurs de pathologie, oui, le risque est plus élevé, mais c'est une analyse individuelle qu'on devra faire parce qu'il n'y a pas de raison de récuser d'une intervention un patient qui pourrait en bénéficier. À part la mort, quelles sont les séquelles éventuelles d'une anesthésie mal faite? Alors, malheureusement, il y a beaucoup de choses. La question, c'est à part la mort, on peut avoir des complications de type... vous voyez, certaines enquêtes que j'ai montrées, il y a des patients qui restent décédés. L'un des dangers importants de l'anesthésie générale, c'est d'avoir un manque d'oxygène. Et ce manque d'oxygène peut entraîner un décès du patient, mais peut aussi entraîner des dégâts cérébraux très importants et avec des patients qui vont avoir des séquelles de coma ou des séquelles éventuellement neurologiques extrêmement graves. Autre conséquence, je crois qu'on y reviendra, c'est aussi l'anesthésie loco-régionale peut induire des complications si, avec les aiguilles, on va rentrer dans la moelle épinière, on va rentrer dans les nerfs. Alors ce sont des choses, là aussi, extrêmement rares. Vous voyez que les chiffres, il n'y a pas de différence entre le risque de l'anesthésie générale et le risque de l'anesthésie loco-régionale. Le seul problème, c'est les types de complications qui vont être différentes. Vous n'aurez jamais de paraplégie, de paralysie avec une anesthésie générale, avec une anesthésie loco-régionale, cela peut survenir. Mais c'est un risque absolument infime, enfin en tout cas c'est de l'ordre d'un accident pour 100 à 200 000. Donc ce n'est pas les mêmes complications, c'est peut-être ça le message. Se peut-il que l'anesthésiste mette un veto à une intervention chirurgicale pour cause de risque d'anesthésie trop élevé? Lequel est-ce que cela pourrait être? Alors c'est oui ou c'est enfin, je dirais d'abord c'est pas l'anesthésiste qui va mettre son veto, on va discuter avec le patient. Je dirais nous on va aborder le problème du risque de l'anesthésie par rapport à une pathologie donnée pour une intervention donnée. Et c'est au fond une discussion qui devra avoir lieu à trois avec le chirurgien et puis surtout avec le patient pour que le patient accepte ou pas de prendre ce risque ou si lui-même s'en remet éventuellement à la décision d'autres de sa famille ou éventuellement du médecin, mais que généralement, en tout cas, c'est pas... On peut être amené à récuser, à avoir un risque trop important, mais je pense qu'en tout cas, nous, on essaye de sortir de ce modèle un peu paternaliste et de dire non, on va faire ça en partenariat, on va aborder ça parce qu'au fond, c'est le malade qui doit être impliqué dans cette décision. Quelle est votre opinion personnelle sur la qualité des soins médicaux en Grande-Bretagne? Selon mon expérience, vos bonnes statistiques ne tiennent pas compte de la multitude d'erreurs anglaises. Là, je ne peux pas répondre. En tout cas, je n'ai pas travaillé en Grande-Bretagne. J'ai juste visité les hôpitaux. Là, je suis incapable de me prononcer, quoi. François Clergue est devenu suisse dans toute l'acception de la neutralité. Une infirmière anesthésiste diplômée expérimentée a-t-elle le droit d'induire et de surveiller une anesthésie? Alors la réponse est oui. Si on doit le commenter, en fait, il y a deux grands modèles les infirmiers anesthésistes, il y a deux grands modèles en Europe. Il y a le modèle qui est celui de la Suisse ou celui de la France. En fait, c'est intéressant. En Europe, ça va dépendre, en tout cas dans le reste de l'Europe, ça a été très influencé par les armées d'occupation dans l'après-guerre. Tous les pays qui ont été avec les armées américaines ont des infirmières anesthésistes, comme aux États-Unis.
l'Europe du Nord, la Belgique, l'Allemagne, enfin les pays où les Anglais ont été très présents, il n'y a pas d'infirmières anesthésistes, mais il y a des infirmières de salle d'opération qui aideront le médecin anesthésiste. Donc on est ici, en tout cas, dans un modèle qui, comme aux États-Unis, a des infirmières anesthésistes qui peuvent faire les actes, qui sont formés pour tous les actes techniques, mais qui le font sous la responsabilité d'un médecin. Donc le médecin doit être prévenu, et en tout cas, nous, dans notre institution, les médecins sont présents au moment du réveil et de l'induction de l'anesthésie toujours. Qu'est-ce qui se passe quand on rate une péridurale? J'ai cru mourir. 2 points d'exclamation. Ça s'est passé en 90 au Hugues. Alors, ce qui peut se passer quand on... Alors, parce que c'est raté que j'ai du mal à... Donc, ce qui peut se passer, c'est soit que l'anesthésie péridurale, on n'est pas... Le bout de l'aiguille n'est pas au bon endroit, et dans ce cas-là, le produit de l'anesthésie ne va pas induire une insensibilité comme on le devrait. Généralement, on va s'en rendre compte. Ou alors, l'autre situation, c'est que le bout de l'aiguille est plus loin que l'on ne devrait, et à ce moment-là, on est à l'intérieur du liquide céphalorachidien, autour de la moelle épinière, et donc dans ce cas-là, on risque d'administrer un volume trop important de produit qui va avoir un effet beaucoup trop important, et dans ce cas-là, ce qu'on peut avoir, c'est effectivement des chutes de pression très importantes, et on peut être amené à ce moment-là à tout de suite passer sous une anesthésie générale, à endormir le malade, l'intuber, parce qu'on est dans une situation effectivement de danger. Là, j'ai pas assez d'informations pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais là encore, bon, ce sont des choses... Il y a dans l'anesthésie tout un acte technique. Il y a des produits qui ont d'une puissance d'action extrêmement forte, et toute la qualité de la formation et de la pratique, c'est de pouvoir justement se mettre dans des situations où on récupère ces situations qui malheureusement parfois aussi surviennent. Mais maintenant, je ne voudrais pas que vous partiez avec j'ai essayé de vous montrer que justement, quand même, on maîtrise terriblement, en tout cas bien mieux qu'on ne le faisait il y a 20 ou 30 ans, ce risque. Très bien, merci encore au professeur Clergue et à la prochaine séance. Merci à vous.